on va commencer doucement. Comme je le disais, à 9 heures pile, bienvenue à tout le monde pour un nouveau webinaire de l'Institut de comptabilité de l'immatériel. Je suis Alan Fustek, le président de l'Institut, et je vais avoir le plaisir ce matin de vous présenter un concept innovant qui est issu de la discipline capital immatériel et qui s'appelle le système de management intégré. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la présentation va durer environ 40 minutes. Et puis ensuite, on aura à peu près 20 minutes d'échange. Alors malheureusement, compte tenu du nombre de participants, mais je pense que tout le monde est habitué, vous n'allez pas pouvoir poser les questions à l'oral. Émilie Restou, qui est notre responsable marketing, va collecter vos questions. Donc vous poserez vos questions dans le chat. Et puis ensuite, à la fin de l'exposé, Émilie me posera les questions qui sont idéalement toutes les questions si on a le temps, sinon celles qui auront été les plus fréquemment posées. Et puis j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà. On va donc commencer. J'ai deux parties dans ma présentation. Une première partie où je vais vous parler un petit peu de l'Institut, de sorte que si certains d'entre vous ne sont pas membres et souhaitent le devenir, vous aurez tous les éléments. Et puis ensuite, bien sûr, je vous présenterai le sujet du webinaire de ce matin. Alors, donc, premièrement, quelques mots sur l'Institut de comptabilité de l'immatériel. On a aujourd'hui 256 membres dans le club. Nous avons créé l'Institut en 2018 et c'est une association tout simplement qui a pour vocation de promouvoir la notion d'actifs immatériels pour toutes les entités, pour les personnes physiques, pour les personnes morales, et promouvoir cette idée comme un sujet très important. Alors, premièrement, dans le domaine de l'économie, on va avoir l'occasion d'en parler, mais aussi dans d'autres aspects, comme par exemple le domaine juridique ou bien le domaine de l'organisation et du management. Voilà. Et nous mettons à la disposition de tous nos membres et même à la disposition de tout public des outils pour prendre en compte ce que l'on appelle le capital immatériel. Voilà. Alors, le premier outil qui est un outil open source très important et qui est finalement notre première grosse contribution à la prise en compte du capital immatériel, c'est une méthodologie qui s'appelait à l'origine Thésaurus Bercy. Donc, c'était un mandat qui m'avait été confié, pardonnez-moi, par Christine Lagarde en 2009 pour produire une comptabilité des immatériels. Et puis, cette méthodologie, elle évolue de façon très régulière. La dernière version a été produite en janvier 2019 et vous pouvez la télécharger. Son nom maintenant, c'est Thésaurus Capital Immatériel, Thésaurus CI, et vous pouvez la télécharger sur le site de l'Institut. Voilà effectivement très rapidement présenté les personnes qui ont été à l'origine de la création de l'Institut. Le point important de cette page, c'est de voir que des métiers du chiffre sont présents ici autour de la table pour faire avancer la réflexion sur les immatériels, experts comptables, analystes financiers, comment dirais-je, propriété industrielle ou intellectuelle, etc. Donc, effectivement, ce sont des personnes compétentes à la base sur des questions économiques et financières qui ont décidé à un moment donné d'aller plus loin et de prendre en compte la valeur immatérielle.
Voilà. Et donc, ça ne coûte rien d'être ambitieux et de voir grand. Notre objectif, c'est de faire de la France un leader européen et mondial dans le domaine de l'immatériel. Je rappelle, je n'en parlerai pas beaucoup ce matin, mais je rappelle que nous sommes dans des économies massivement immatérielles et que aujourd'hui, si vous faites le calcul de la part de l'immatériel dans une économie, vous allez trouver à peu près 2/3 de valeur immatérielle et 1/3 de valeur matérielle. Et si vous faites ce calcul pour une entreprise, vous allez trouver à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on calcule la valeur d'une entreprise, on a à peu près 1/3 de valeur comptable et 2/3 de goodwill. Comment dirais-je, la méthodologie Thésaurus permet d'établir la valeur immatérielle de tous les composants du capital immatériel avec des cotations extra-financières, c'est-à-dire avec des notations. On voit toutes les forces et toutes les faiblesses des actifs immatériels, mais aussi avec des valorisations en euros. Et c'est la raison pour laquelle cette méthode est très, très importante, très intéressante, aujourd'hui parfaitement opposable à des tiers, puisqu'elle sert de façon très régulière dans des opérations de fusion-acquisition. Voilà. Alors, voilà ce que l'Institut met à la disposition de ses membres. La méthode historique, c'est la méthode Thésaurus Capital Immatériel. Nous avons également une méthode qui s'appelle Thésaurus Vision et qui est une méthode pour construire la stratégie d'une organisation en se basant sur le capital immatériel. La méthode Thésaurus 360, qui est une méthode qui permet de regarder, j'en dirai un petit mot juste après, faire le diagnostic à 360 degrés d'une entreprise, et le sujet dont je vais parler ce matin, qui est la méthode de système de management intégré Thésaurus SMI. Par ailleurs, nous l'avons lancé l'année dernière et nous avons fait un webinaire sur le sujet au mois de juin 2020. Nous avons maintenant une plateforme numérique qui est mise à la disposition de l'Institut par Goodwill Management, dont je suis le président, qui est membre fondateur de l'Institut. Et cette plateforme permet d'accéder à tous les modèles de calcul en ligne et de faire donc toutes ces évaluations de capital immatériel, que ce soit pour évaluer du capital client, du capital humain, des marques, etc., etc. Mais ça permet de faire des tas d'autres calculs. Je l'avais présenté au mois de juin. Et donc, ça aussi, c'est à la disposition des membres avec des tarifs extrêmement préférentiels. Vous voyez qu'on peut ensuite, avec cette plateforme, faire aussi des évaluations RSE, des évaluations d'impacts sociaux et environnementaux, etc. Voilà. Et donc, pour tout ça, si vous voulez nous rejoindre, profitez tout simplement de tout ce qui est à disposition de tout le monde sur Internet. Le site, c'est institut-ici, Institut de comptabilité immatérielle.com. Voilà. Et donc, depuis l'origine, la méthode Thésaurus CI, elle a été téléchargée plus de 3000 fois et elle est utilisée vraiment dans toutes sortes d'activités, que ce soit des activités d'avocats, des activités d'évaluateurs d'entreprise, des activités d'évaluateurs d'actifs immatériels, comme par exemple évaluateurs de marques ou de brevets, etc. Voilà. Nous avons, comme c'est le cas ce matin, on a à peu près une vidéoconférence par mois. On sort un numéro par an de la revue Capital Immatériel et nous avons également des formations aux méthodes de l'Institut qui sont organisées. Et donc, le PowerPoint que je vous présente là, vous l'aurez, on vous le diffusera sur simple demande. Donc, le membre sympathisant de l'Institut, c'est un statut qu'on obtient gratuitement. Il suffit de s'inscrire sur le site. Voilà. Et puis à partir de là, on peut effectivement télécharger la méthode Capital Immatériel. Et puis sinon, pour avoir accès à tout le reste,
le membre contributeur, le coût par an, c'est 300 €. Et donc là, vous avez accès à toutes les méthodologies. Ensuite, pour participer aux formations, il y a un petit coût supplémentaire. Et pour accéder à la plateforme Goodwill Digital, ben, c'est très, très bon marché par rapport à son coût commercial classique. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Vous avez donc là toutes les informations pour, si vous le souhaitez, nous rejoindre. Bien. Alors maintenant, on va parler de cette méthode Thésaurus SMI. Je vais commencer par faire des petits rappels sur le concept de capital immatériel tel que nous le concevons à l'Institut, et puis ensuite, nous allons venir sur la méthode. Voilà. Donc, la première chose très importante, c'est de savoir pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à ces sujets de capital immatériel. Et bien évidemment, la réponse est très simple. On s'intéresse à ces sujets pour savoir si nos entreprises sont en capacité de fonctionner durablement. Alors, pour qu'une entreprise fonctionne durablement, eh bien, il faut qu'elle gagne de l'argent, parce que sans rentabilité, une entreprise meurt. C'est comme un être humain à qui on enlève l'oxygène, ça ne dure pas très très longtemps. Donc, une entreprise doit être capable de générer de façon récurrente de la valeur. Avec la période actuelle est très intéressante parce que, enfin, elle est catastrophique par certains aspects et puis elle est très intéressante par d'autres aspects. C'est que vous avez tous probablement noté que, en ce moment, on parle moins de maximisation de la performance et de développement économique très rapide, et on parle beaucoup plus de résilience des entreprises, c'est-à-dire de capacité à créer de la valeur, mais de façon très durable. Donc avec des perspectives à long terme qu'on avait un petit peu moins ou qu'on avait un peu perdu de vue par le passé. Donc on est vraiment en ce moment dans une période où la résilience est une notion qui apparaît au premier plan, et bien évidemment parce que pas mal d'entreprises, malheureusement, aujourd'hui, sont en danger. Voilà. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour créer durablement de la valeur? Vous voyez ici, les redoublants m'ont déjà entendu parler avec cette analogie avec la marine. Eh bien, en fait, on voit que pour créer de la richesse, une organisation, une entreprise a besoin de 4 grandes composantes. La première composante, c'est une bonne santé matérielle et financière. C'est pas parce qu'on parle de capital immatériel qu'il faut oublier tout le reste. Et donc, la première chose, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des sous dans la caisse et puis est-ce que l'outil de travail est en bon état? Donc, si je fais l'analogie avec la marine, ça veut dire, ben, est-ce que j'ai un bon bateau? Est-ce que j'ai une bonne coque? Est-ce que j'ai des sous dans la caisse du bord? Est-ce que j'ai des mâts et des voiles en bon état, etc. Voilà. Bonne santé matérielle et financière. La deuxième chose pour qu'une entreprise se porte bien de façon durable, c'est avoir un bon capital immatériel, c'est-à-dire un bon capital client, un bon capital humain, etc. Et là, vous voyez sur le bateau, eh bien, il faut avoir un bon capitaine, il faut avoir un bon équipage, il faut avoir toutes les cartes marines, il faut avoir une bonne informatique embarquée, etc., etc. Tout ça, c'est de la valeur immatérielle. Immatérielle au sens où la comptabilité ne mesure pas la valeur de ces choses-là dans le bilan. Et puis, une fois qu'on a un bon bateau et un bon équipage, c'est-à-dire un bon capital matériel et un bon capital immatériel, ce n'est pas suffisant. Si on veut que l'entreprise s'en sorte bien, il lui faut une bonne stratégie. Voilà. Donc, on dit au capitaine, ben, si tu veux faire une transat et arriver de l'autre côté, eh ben, calcule ta route. Voilà. Il faut une bonne stratégie pour aller du point A au point B. Et puis, le dernier point qui est indispensable pour développer durablement l'entreprise, c'est un bon contexte macroéconomique, ou tout au moins un contexte macroéconomique favorable, ou auquel on s'est adapté. Et donc, l'analogie avec la marine, c'est la météo. J'ai une bonne coque, j'ai un bon mât, j'ai des bonnes voiles, j'ai un bon capital humain et j'ai une bonne route pour traverser l'Atlantique, mais il faut que je regarde la météo et que je m'adapte en fonction de la météo. Voilà. Et donc, avec ces 4 éléments, si tout ça est bien noté, bien coté, on a toutes les chances de créer durablement de la valeur. Alors, on voit que dans cette approche, qui est une approche très systémique ou très holistique de l'entreprise et de son fonctionnement, où on est loin de se centrer seulement sur les chiffres que nous présente le bilan et le compte de résultat, on regarde finalement 2 choses.
La première chose, c'est qu'on regarde ce que l'entreprise a. Et donc, vous notez ici, très important, le verbe avoir. Elle a des ressources matérielles, elle a des ressources financières et elle a des ressources immatérielles. Voilà. Alors ici, vous voyez hein, ce que l'entreprise a sous mon curseur. Elle a des ressources solides, elle a des ressources liquides, et puis elle a des ressources gazeuses. Et le gaz, c'est le capital immatériel. Et dans le gaz, il y a la marque, les fournisseurs, les hommes, les clients, les savoir-faire, le système d'information et l'organisation. Voilà. Donc en fait, et la raison pour laquelle on ne met pas tout ça dans les documents comptables, c'est parce que c'est volatile, c'est gazeux. Et les comptables, ils sont prudents, alors ils disent si c'est trop volatile, c'est mieux de ne pas le mettre au bilan parce que comme ça donne une vision très prudente, plus prudente de la valeur de l'entreprise. Bien. Donc, on regarde ce que l'entreprise a, ça c'est l'approche capital immatériel, enfin capital matériel, financier, immatériel. Et on regarde aussi ce que l'entreprise fait. Voilà, et là, c'est le verbe faire. Hein. Et donc, la stratégie, ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas quelque chose que l'entreprise a, c'est quelque chose qu'elle fait. Voilà, c'est un plan d'action, la stratégie. Et donc, ce qu'elle fait, elle travaille. Donc, dans la façon d'œuvrer pour une entreprise, il y a des travaux physiques, il y a des travaux intellectuels, voilà. Et puis tout ça, dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus fortement, idéalement, ce qu'elle fait avec éthique, c'est-à-dire avec de faibles impacts ou de faibles externalités. Donc, agir avec éthique, c'est avoir une stratégie responsable ou une stratégie RSE. Voilà. Et donc, on voit là toute la différence qui existe entre le capital immatériel. J'ai une marque, voilà. Et puis la stratégie et la stratégie éthique, j'ai un comportement ou un plan d'action qui est respectueux de mes parties prenantes. Voilà. Petit complément d'information pour bien faire la différence entre les deux. Dans le plan d'action d'une entreprise, il y a la politique RH. Agir avec éthique idéalement si on est une entreprise responsable pour les salariés. Et dans le capital immatériel, on a le capital humain. Et bien évidemment, on ne peut pas avoir une bonne équipe, c'est-à-dire un bon capital humain, si on a une politique RH qui est foireuse, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas ses salariés. Bien, bref. Donc voilà, l'entreprise a des ressources et elle en fait quelque chose et c'est comme ça qu'elle se développe. Et en fait, j'insiste ici parce que ça va nous servir ensuite pour le système de management intégré, sur le fait que le développement d'une entreprise, ça consiste d'abord à développer son capital immatériel. D'abord à développer son capital immatériel. Le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise, c'est une résultante d'un échange entre ce que l'on appelle les actifs d'offre de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont nécessaires pour fabriquer quelque chose. Alors, pour fabriquer un bidule, l'entreprise, ici, imaginons qu'elle fabrique des bidules et elle vend des bidules, eh ben, il faut des machines, il faut du capital humain, il faut des fournisseurs, il faut une marque, il faut tous ces trucs-là. Voilà. Il faut du capital naturel parce qu'on va extraire la matière première du sous-sol pour fabriquer les bidules. Voilà. Donc ça, c'est les actifs immatériels d'offre. Et puis, en regard des actifs immatériels d'offre, il faut des clients. Voilà. Si vous n'avez pas de clients, bien sûr, vos bidules, vous les vendez à personne. Donc, il faut des actifs de demande. Et c'est parce que nous avons des actifs d'offre et de demande en bon état qu'il y a un flux de produits qui s'établit de l'entreprise vers les clients, les actifs de demande, et un flux de cash dans l'autre sens. Et le flux de cash, eh bien, c'est le chiffre d'affaires. Et puis, quand on a tout payé, ce qui reste, c'est la rentabilité, c'est les bits. Voilà. Et donc, le chiffre d'affaires et la rentabilité sont une résultante d'un flux de matière ou de services et de cash qui s'établit entre les actifs d'offre et les actifs de demande. Et le boulot du plan stratégique, c'est de faire grandir, sous mon curseur ici, voyez-vous, c'est de faire grandir les actifs d'offre et les actifs de demande. Vous voyez la symbolique sur ce schéma. Et parce que j'ai fait grandir les actifs d'offre et les actifs de demande, je récupère à la sortie plus de chiffre d'affaires et plus de rentabilité. Voilà. Donc le plan stratégique, c'est avant tout un travail qui consiste à faire grandir les actifs immatériels de l'entreprise. Et la méthode que je ne présenterai pas ce matin, mais que je présenterai dans un autre webinaire, la méthode Thesaurus Vision, c'est une méthode qui permet d'établir le plan stratégique de l'entreprise
à partir de cette logique qui consiste tout d'abord à faire grandir les actifs immatériels. Bien. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur les principaux actifs immatériels de l'entreprise, c'est-à-dire toute la richesse qu'on ne voit pas au bilan, le système d'information, les bases de données, les clients, les fournisseurs, les marques, les savoir-faire, l'organisation, l'humain et les actionnaires, eh bien, vous voyez que dans ces actifs immatériels, il y en a un sur lequel auquel on va s'intéresser plus particulièrement ce matin, qui est l'actif organisationnel. Et l'actif organisationnel, dans Thesaurus CI, vous avez une méthodologie qui permet d'en faire une évaluation extra-financière. C'est-à-dire, on donne des notes. Alors, dans la méthode, pour ceux qui la connaissent, c'est devenu une évidence, et pour les autres, je l'indique, toutes les notes sont données sur 20. Donc, ici, dans mon petit exemple, mon actif d'organisation, il est noté à 12 sur 20. Et pour obtenir le 12 sur 20, eh bien, on va regarder la façon dont l'entreprise est organisée, c'est-à-dire sa structure. Par exemple, ici, elle aurait obtenu un 12 sur 20. Alors, vous voyez en dessous du mot structure, il y a des petites pattes, là, ça veut dire qu'il y a des sous-critères et des sous-sous-critères qui reçoivent des notes qui permettent d'obtenir le 12. Et puis, tout en bas de l'arborescence, vous avez des indicateurs étalonnés. Donc, bien sûr, les notes ne sortent pas d'un chapeau, hein. Ça a été étalonné sur plus de 10 ans, et donc, c'est du sérieux, hein, les notes que l'on donne. Il y a des dizaines d'experts qui se sont penchés en 10 ans sur la méthode pour effectivement ajuster les différents critères, les indicateurs, et puis aussi en faire des déclinaisons sectorielles. Voilà. On regarde donc la structure de l'entreprise, son organisation générale. On regarde la façon dont elle gère ses processus, et on regarde la façon dont elle gère ses projets. Voilà. Donc, si une entreprise a une bonne structure générale, de bons processus et une bonne méthode de gestion de projet bien partagée par tout le monde, elle a une bonne organisation. Et en fait, ici, les notes qu'on voit, 12, 15 et 9, pour obtenir le 12, ici, on fait tout simplement la moyenne. Et donc là, vous avez, par exemple, une entreprise qui aurait une bonne structure ou une assez bonne structure. 12, c'est au bac, c'est mention assez bien, 12, hein, voilà. Un bon management par processus, 15 sur 20, et un mauvais management par projet, avec 9 sur 20. Bon. Donc tout ça, ça aide bien sûr à faire le diagnostic de tout ce qui peut être amélioré dans une entreprise. Ce matin, on va se centrer sur ce capital organisationnel de l'entreprise et plus particulièrement sur le management par processus. Voilà. Et c'est là qu'on va voir tout l'intérêt de mettre en place dans son entreprise un système de management intégré. Alors, faisons un petit retour arrière pour comprendre à quoi ça peut bien servir un système de management intégré et tout simplement d'où vient ce concept. Je pense que j'apprendrai rien à personne. Depuis environ 40 ans, les entreprises améliorent leur mode de fonctionnement en implémentant des tas de méthodes, voilà, de façon tout à fait volontaire. C'est-à-dire que probablement la norme la plus déployée aujourd'hui dans les entreprises, c'est la norme ISO 9001, système de management de la qualité. Beaucoup de déploiements aussi de la norme ISO 14001, pour ne parler ici que de deux normes ISO qu'on retrouve très régulièrement dans les entreprises. Mais on ne s'est pas contenté dans les entreprises de mettre en œuvre des normes ISO. Vous avez aussi suivi dans vos propres entreprises depuis des années la mise en place du Lean Management, de la méthode Six Sigma, des méthodes Sales and Operation Planning, etc., etc. Il y en a plein. Voilà. Alors, en complément de toutes ces normes et standards qui se mettent en œuvre de façon volontaire par l'entreprise, il y a des choses qu'on est obligé de faire, c'est la mise en œuvre ou le respect de la réglementation. Et à nouveau, sur ces sujets-là, la panoplie des lois qui imposent des modifications de l'organisation donne une idée de l'infini, c'est-à-dire la loi sur le devoir de vigilance, la lutte contre les discriminations, la loi RGPD, la directive 5 flux, etc., etc., pour les déchets, la loi sur l'économie circulaire. Bon, vous savez, vous suivez toutes ces lois qui sont à mettre en œuvre de façon régulière dans les entreprises. Et donc, on voit à la fin de la journée
que le fonctionnement quotidien de l'entreprise est soumis, et on commence à voir là l'intérêt du système de management intégré qui pointe le bout de son nez. Le fonctionnement est soumis à une matrice de contraintes à 2 dimensions. La première dimension, ce sont des exigences opérationnelles qui correspondent au métier de l'entreprise. Donc, pour que l'entreprise marche bien, elle doit avoir des bons commerciaux, et les bons commerciaux, ils doivent savoir vendre. Et puis, les RH, ils doivent savoir recruter. Et puis, dans l'usine, on doit savoir fabriquer. Et puis, dans l'entrepôt, on doit savoir stocker. Et tout ça, ce sont des savoir-faire métiers. Voilà. Le métier d'un comptable n'est évidemment pas le même que le métier d'un logisticien. Voilà. Donc là, on a une première façon d'œuvrer dans l'entreprise, c'est tout simplement de mettre en œuvre tous les métiers dont l'entreprise a besoin. Et puis, il y a une deuxième dimension, c'est tous ces référentiels et tous ces standards qui sont soit imposés, soit volontaires, et que l'entreprise met en œuvre, mais qui, la plupart du temps, s'appliquent à de très nombreux métiers. C'est-à-dire que, par exemple, dans la norme ISO 9001, vous avez des considérations qui concernent la direction, vous avez des considérations qui concernent les opérationnels dans les ateliers, vous avez des considérations qui concernent les acheteurs, vous avez des considérations qui concernent les RH, et on voit donc effectivement qu'au sein de la norme ISO 9001, pour ne parler que de celle-ci, on a beaucoup de métiers qui sont impliqués. Vous voyez donc ces 2 dimensions. Alors, ça génère une certaine difficulté, et je pense que tout le monde ce matin a déjà vécu ce genre de difficulté. C'est que le responsable d'un métier dans l'entreprise, pour exercer correctement son métier, il ne doit pas seulement connaître les standards et les règles de base de son activité professionnelle, mais il faut qu'il ait en plus une parfaite connaissance de toutes les normes et de tous les standards qui sont applicables dans l'entreprise, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Alors, on prend par exemple ici le métier de l'acheteur. Eh bien, pour que l'acheteur il fasse bien son métier, il vaut mieux qu'il ait appris à acheter. Mais en plus, il faut qu'il connaisse les exigences relatives aux achats de la norme ISO 9001, par exemple. Il faut qu'il connaisse les exigences de l'achat responsable qu'on trouve dans la norme ISO 26000 si son entreprise a décidé de mettre en œuvre cette norme. Il faut qu'il connaisse les exigences de la loi sur le devoir de vigilance. Il faut qu'il connaisse les exigences de la méthode Sales and Operation Planning, en imaginant que l'entreprise pour laquelle il travaille a décidé de mettre en œuvre toutes ces normes-là. Voilà. Et donc, bien sûr, le pauvre acheteur, pour trouver toutes ces règles qu'il doit respecter, il peut aller se palucher le manuel QHSE, la politique RSE, il peut aller lire toute la réglementation, mais vous êtes d'accord probablement avec moi que le risque d'oubli ou de non prise en compte d'une directive ou d'une exigence par ignorance est majeur. Et comme on le remarque souvent, quand il y a l'auditeur qui vient, alors que ce soit l'auditeur qualité, l'auditeur sécurité, l'auditeur ce que vous voulez, on a un petit moment de panique dans l'entreprise. On se dit, oh là là, l'auditeur, il vient dans 2 semaines. Allez hop, on va foutre un coup de peinture partout. Comme ça, on ne va pas avoir une non-conformité. Et donc, il y a un rétropédalage pour se mettre en conformité avec tout ce qu'on n'a pas fait pendant l'année, mais pour continuer d'avoir la certification ISO 9001, ISO 14001, comment dirais-je, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001 ou ce que vous voulez. Voilà. Et donc, bien évidemment, tout ça, ça fait perdre au standard une partie non négligeable de son utilité. Et puis la deuxième chose, c'est que les managers et les collaborateurs, ils vivent tout ça assez mal parce que ils ont le sentiment de devoir exercer leur métier dans un millefeuille de règles à respecter. Et puis à chaque fois qu'on leur rajoute une règle, ils la rejettent, quoi. Donc voilà. Ah oui, alors maintenant, on a décidé de mettre en place une démarche RSE selon les exigences de la norme ISO 26000. Ah, il y a ISO 26000 en plus. Bon. Et ce millefeuille, effectivement, il est relativement indigeste.
Alors, pour bien montrer qu'on n'est pas dans la science-fiction, mais qu'on est dans la réalité du terrain, voici par exemple la liste des normes et standards qu'une entreprise cliente de Goodwill Management a décidé ou a été obligée d'appliquer au quotidien. Donc, c'est une entreprise qui, comment dirais-je, qui fait de la chimie dans le domaine de la construction, des adjuvants pour le béton. Voilà. Et vous voyez effectivement les standards externes, ISO 9001, OHSAS 18001, alors aujourd'hui c'est ISO 45001, c'est pareil, hein, ISO 50001, ISO 14001, ISO 26000, OEA, REACH, je passe, vous voyez, et puis également des standards internes liés au choix de RP qu'ils ont fait, liés à leur approche de santé-sécurité au travail, etc., etc. Des règles internes liées à la finance, à la supply chain. Voilà. Et donc, pour chaque manager de l'entreprise, en dehors du fait de savoir exercer son métier, ça fait beaucoup de trucs à savoir et qui sont un petit peu disséminés partout dans des dizaines de documents. Alors, la notion de système de management intégré, pour autant, est une notion qui circule dans les entreprises. C'est un concept dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais ça ne correspond pas exactement à ce que je vais vous présenter dans les pages qui suivent. Parce que beaucoup d'entreprises disent avoir mis en place des systèmes de management intégrés qui regroupent dans un jeu unique de procédures les normes que l'entreprise applique. Voilà. Et donc, c'est par exemple l'intégration QSE, qualité, sécurité, environnement. Alors ça, c'est très bien parce que pour celui ou celle qui manage ces standards, le responsable QSE, par exemple, il n'a pas d'un côté un pilotage de sa norme ISO 9001, puis de l'autre côté un pilotage de sa norme ISO 45001. Il a tout ça dans une même démarche. Il a un seul jeu de standards. Et puis, quand l'auditeur vient, il y a un seul auditeur qui vient et qui regarde la qualité, la sécurité et l'environnement en même temps. Très, très bien. Et donc, on a là un progrès, évidemment, qui est un progrès au sens où ça simplifie les choses, ça mutualise, ça massifie. Et pour le responsable QSE, c'est beaucoup plus pratique. Et pour les dépenses de l'entreprise, c'est mieux aussi parce que faire venir un auditeur, ça coûte moins cher que d'en faire venir 3 ou 4. Voilà. En revanche, même si ça, c'est un progrès significatif et beaucoup d'entreprises y sont venues, convenez avec moi que ça n'aide pas beaucoup les autres managers. Parce que une partie des normes qui sont applicables à leur métier se trouvent dans le manuel QSE. Il y a plein d'autres trucs qui ne sont pas dans le manuel QSE, parce que les règles, les normes et la réglementation ne sont pas couvertes intégralement par le manuel QSE. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont fait du manuel QSE leur livre de chevet, pour trouver effectivement dans le manuel les exigences qui s'imposent aux recruteurs ou les exigences qui s'imposent aux logisticiens, on va à la pêche, quoi. Et ça prend du temps et c'est pas simple et on peut oublier des trucs, etc. Voilà. Donc, on a, avec le système de management intégré, au sens classique du terme, un progrès non négligeable par rapport à une situation où l'application des normes et standards n'est pas du tout intégrée, mais on voit qu'il y a encore, par rapport à ça, une marge de progrès, et c'est cette marge que nous avons franchie, et vous allez voir que ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Donc, je vous présente maintenant la méthode Thesaurus SMI, et donc qui fait partie des méthodes open source accessibles sur le site Institut ici dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, l'idée vraiment, c'est d'aider le responsable métier à exercer son activité en lui mâchant le travail et en lui permettant d'avoir accès en un clin d'œil à toutes les exigences de la maison qui s'appliquent à son métier. Alors pour ça, on a fait deux choses. La première chose, c'est qu'on a décomposé l'entreprise en fonctions vitales. Voilà. Et pour que l'entreprise tourne, il faut qu'elle sache vendre, il faut qu'elle sache acheter, il faut qu'elle sache manager le système d'information, gérer les finances, etc. Et puis, à l'intérieur de chaque fonction vitale, on a identifié
ce que l'on appelle des cahiers des charges des opérations ou des cahiers des charges opérationnels. Donc, on a identifié un certain nombre d'opérations et toutes les exigences relatives à ces opérations qu'on appelle CCO, cahier des charges opérationnels. Voilà, donc vous avez pour chaque fonction vitale un certain nombre de cahiers des charges opérationnels. Et en gros, une opération, c'est un ensemble de tâches homogènes qui peuvent être isolées à l'intérieur d'une fonction vitale et qui sont prises en compte par une fonction de l'entreprise, par un poste ou par un groupe de personnes. Voilà. Donc, par exemple, recruter, c'est une opération à l'intérieur de la fonction vitale, gérer le capital humain. Et donc, on va avoir un cahier des charges opérationnelles, le CCO recrutement. Voilà. Alors, vous allez voir que la méthode SMI contient une série de modèles d'entreprise en fonction des secteurs. Chaque modèle contient une liste de ces fonctions vitales qui sont elles-mêmes décomposées en cahier des charges opérationnels. Et pour chaque cahier des charges opérationnelles, je vous montre ça dans les minutes qui suivent, vous avez les grandes tâches métiers, vous avez les exigences relatives aux méthodes que l'entreprise a décidé de mettre en œuvre, les exigences relatives aux normes, les exigences réglementaires. Donc l'acheteur, le pauvre acheteur, le pauvre acheteur dont je parlais tout à l'heure en exemple, voilà, je pourrais dire le pauvre recruteur, le pauvre manager de système d'information, le pauvre vendeur, enfin bon bref, eh bien, il a une page et il voit tout ce que l'entreprise attend de lui sur cette page. Voilà. Alors ici, vous avez un exemple, donc des 18 fonctions vitales d'une entreprise industrielle. J'attire votre attention sur le fait qu'après avoir transpiré un certain temps sur la fabrication de ces fonctions vitales, nous aboutissons au descriptif du fonctionnement d'une entreprise qui est somme toute relativement simple. 18 fonctions vitales réparties en 3 blocs. Les fonctions vitales de management, vous voyez, il y a une fonction vitale qui s'appelle diriger, gérer le marketing, gérer le capital immatériel et le système de management intégré, gérer les finances et l'administratif, gérer les risques juridiques, etc. Si je regarde les fonctions de réalisation, vendre, gérer la supply chain, fabriquer, gérer la R&D, et puis les fonctions de support, gérer le capital humain, gérer les équipements, gérer le capital naturel ou gérer le capital sociétal, c'est-à-dire tout l'environnement socio-économique de l'entreprise. Donc, avec 18 fonctions vitales, on couvre toutes les activités d'une entreprise. Et puis, pour chaque fonction vitale, eh bien, on va avoir des cahiers des charges opérationnels. Alors, avant de vous les montrer, j'attire votre attention sur le fait que ces fonctions vitales, eh bien, elles servent à développer le capital immatériel de l'entreprise, qui, à son tour, va permettre de générer le fameux chiffre d'affaires et la fameuse rentabilité. Donc, le plan stratégique de l'entreprise, pour être mis en œuvre et pour développer le capital immatériel de l'entreprise, il nécessite la mise en branle de toutes ces fonctions vitales. Et puis, alors, on va venir maintenant petit à petit sur le cahier des charges opérationnelles, mais vous comprenez instantanément que toutes les normes et tous les standards que l'entreprise met en œuvre, eh bien, on peut les assimiler à des calques que l'on va plaquer sur les fonctions vitales, et on va voir donc que des normes et des standards et des lois et des trucs et des machins vont venir impacter le contenu de chacune des fonctions vitales et le contenu de chacun des cahiers des charges opérationnels. Donc, par exemple, ici, vous avez les impacts de la norme santé-sécurité au travail, ISO 45001, sur les fonctions vitales que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, quand on rajoute la norme ISO 45001 sur le fonctionnement d'une entreprise donnée, eh bien, ça va venir impacter la fonction vitale dirigée, la fonction vitale gérer le capital immatériel et le système de management intégré, gérer les risques juridiques réglementaires, gérer la supply chain, fabriquer, gérer le capital humain, gérer l'organisation et les flux d'informations, gérer les équipements, gérer, maintenir et optimiser les bâtiments. Voilà. Donc, on voit tout de suite la partie des fonctions vitales qui vont être impactées. Et juste sous les fonctions vitales, j'y viens maintenant, les cahiers des charges opérationnelles qui vont avoir un contenu qui change.
Voilà. Alors, ici, donc, je vous donne deux exemples, hein, les cahiers des charges opérationnels de deux grandes fonctions vitales de Thésaurus SMI. La fonction vitale, gérer le capital humain. Alors, on voit qu'elle est composée de 7 cahiers des charges opérationnels. Donc, pour bien gérer le capital humain, il faut recruter, il faut former, il faut assurer la sécurité, il faut piloter la carrière, il faut gérer les départs, il faut manager au quotidien, il faut établir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et évaluer le capital humain. Et puis, pour gérer la supply chain, alors tout ça, j'insiste, c'est très important. Comme pour Thésaurus Capital Immatériel, ça a été fait avec des professionnels de ces métiers-là. Donc, établir le Sales and Operation Planning. Donc, ça, c'est une méthodologie quand même assez standard en supply chain pour rapprocher le planning des ventes et le planning de la production. Gérer la logistique aval, gérer la relation fournisseur, acheter, approvisionner, évaluer le capital fournisseur, optimiser l'entreposage et le transport, gérer le stock de produits finis, préparer les commandes, livrer et gérer les retours. Voilà. Donc, vous avez ici, pour la fonction vitale R4, gérer la supply chain, vous avez 10 cahiers des charges opérationnels. Et donc, vous voyez que nous décrivons l'intégralité de l'activité d'une entreprise avec quelque chose qui va ressembler. Il y a entre 3 et 10 cahiers des charges opérationnels par fonction vitale. Donc, ça fait une petite centaine de cahiers des charges opérationnels qui permettent de décrire l'intégralité du mode de fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Et un cahier des charges opérationnelles, ce n'est pas compliqué, c'est une feuille A4. Et dans la feuille A4, on dit au responsable des achats, ou on dit à l'acheteur, voilà ce que l'entreprise attend de toi pour que tu fasses bien ton métier. Et donc, on va y trouver les règles du jeu métier, et puis on va y trouver toutes les normes et les standards que l'entreprise a décidé de mettre en œuvre. Voilà. Et ça, c'est toute l'innovation du truc, c'est que le responsable de telle fonction, eh bien, il a sa feuille de route, il sait exactement tout ce qu'il doit faire pour être en conformité avec les normes et les standards de l'entreprise. J'attire votre attention, c'est important que ce que nous sommes en train de nous dire présentement, ça n'existe pas dans les entreprises aujourd'hui. Si vous prenez une définition de poste, eh bien, une définition de poste, ça ne contient pas tout ça. C'est beaucoup plus général. Voilà. Et si vous prenez le système le manuel QSE, eh ben, vous n'avez pas une liste de tout ce qui est attendu du recruteur ou de l'acheteur. On a des considérations générales sur la qualité, la sécurité, l'environnement, etc., mais pas comment dirais-je, le cahier des charges de chaque responsable. Voilà. Donc ça permet effectivement à tout le monde de travailler mieux. Et le dirigeant peut aussi dire à chacun de ses collaborateurs, si tu fais tout ce que ton CCO prévoit, eh ben, tu remplis bien ta fonction. Donc, je vous donne un exemple. Ici, vous avez l'exemple, donc ce que je vous raconte là, on l'a mis en œuvre dans plusieurs entreprises. Ça donne de très, très bons résultats. Ici, c'est une entreprise qui se trouve dans le Finistère qui s'appelle ENAF. Hein, vous savez, c'est de l'agroalimentaire, le fameux pâté ENAF. Voilà. Et vous avez ici, comment dirais-je, le cahier des charges opérationnelles qui s'appelle Gérer sa supply chain. Voilà. Et un format A4 et basta. Alors ça prend du temps d'arriver à tout résumer et à dire l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel en un format A4. Mener à bien une étude visant à optimiser les flux physiques par optimisation du réseau, mener à bien une seconde étude d'optimisation des flux physiques par des méthodes spécifiques, machin, prévoir le plan de fonctionnement optimum, gérer le pool de transporteurs, établir le bilan économique de la supply chain client, et voilà tout ce que tu dois faire, comment dirais-je, au titre du respect des normes et standards applicables de l'entreprise. Donc, en plus de ton cœur de métier, tu dois établir et mettre en œuvre pour tous les entrepôts un plan visant à la consommation minimale d'eau. Et ça, c'est la norme ISO 26000 qui le réclame. Tu dois établir et mettre en œuvre pour toutes les entreprises un plan visant à la consommation minimale d'énergie. À nouveau, c'est une exigence de l'ISO 26000. Et puis en dessous, on a des exigences de 14001, des exigences de 45001, des exigences IFS, ça c'est des standards agroalimentaires qui s'appliquent dans cette entreprise-là. Voilà.
Et ici, si vous voulez, le truc qui a pris un peu de temps pour arriver à ces cahiers des charges opérationnels, c'est de choisir. Et choisir, c'est souffrir un peu. C'est-à-dire que quand vous discutez au quotidien avec un responsable des procédures dans l'entreprise, il vous en met des tonnes par rapport à ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire qu'il dit oui, mais il faut rajouter les documents de référence, et puis il faut rajouter les flux d'informations entre les différentes personnes, et puis il faut rajouter comment dirais-je, les conditions de passage d'une tâche à une autre, etc., etc. Et il vous fabrique une usine à gaz qui décrit parfaitement la façon dont fonctionne chaque professionnel de l'entreprise, sans prendre en compte les règles et les standards qui existent au global. Et le résultat des courses, c'est que, enfin, moi, ce que j'ai observé, hein, j'ai quelques heures de vol, c'est que ces systèmes-là, en général, dans les entreprises, ils ne sont pas à jour. Donc ici, on ne dit pas aux gens comment ils doivent travailler, on leur dit ce qu'ils doivent faire. On ne travaille pas sur le comment, on travaille sur le quoi. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite. Et c'est plus facile à maintenir. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ce truc-là? J'ai presque fini. Eh bien, premièrement, permettre aux différents standards et aux différentes normes de se trouver, comme le nom l'indique, intégrés dans un système commun, de mieux communiquer entre elles. Deuxièmement, avoir une vision à 360 degrés des exigences sur l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire, on a aujourd'hui objectivement dans toutes les entreprises fait un travail important sur le manuel QSE, mais pas sur les autres services, en général. Hein. Voilà. Simplifier le travail des collaborateurs. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est avoir sa feuille de route, son cahier des charges opérationnel et savoir effectivement ce qu'on doit faire en respectant tous les standards, et on les a, tout ce qui nous revient de tous les standards et de toute la réglementation et de toutes les normes que l'entreprise veut mettre en œuvre, et ben moi, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai ça sur un format A4. Simplifier la préparation des audits et du tableau de bord intégré. Et puis, on aura peut-être un peu d'échange là-dessus tout à l'heure, vous voyez que finalement, ça permet d'aller dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que ce système de management intégré, c'est le miroir interne du reporting intégré. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Le reporting intégré, c'est un aboutissement d'un système de management intégré. Bon. On n'a pas besoin de refondre les processus pour faire tout ça. Et donc, par contre, et ça, bien sûr, je laisserai à chacun le soin d'y réfléchir autant qu'il le souhaite. Le cas échéant, un système comme ça, qui simplifie beaucoup les choses, ça peut remplacer le management par processus. Comme je disais tout à l'heure, l'expérience que nous en avons, c'est que le management par processus des entreprises qui y consacrent beaucoup de temps, ben, il est très rarement à jour, et puis les gens du terrain s'en servent pas beaucoup. Voilà. Donc, bon, peut-être que là j'ai dit un gros mot, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Et alors surtout, pour terminer, ça vous fait une déclinaison opérationnelle au quotidien du concept de capital immatériel. Et c'est ça qui est le plus important. On a vu que le développement de l'entreprise commençait par le développement de son capital immatériel. S'il y a des points faibles dans le capital immatériel, quand vous faites une évaluation avec Thésaurus CI des forces et des faiblesses de votre capital humain, de votre organisation, de votre système d'information, de vos savoir-faire, de vos marques, etc., eh bien, avec le système de management intégré, vous savez très vite remonter au cahier des charges opérationnelles qui ne fonctionne pas bien. Voilà. Et donc, on peut engager avec Thésaurus SMI un vrai management de l'entreprise par la valeur immatérielle. Et donc, en complément de ce qui a marqué dans son cahier des charges opérationnel, le manager peut se voir fixer des objectifs d'améliorer les éléments de capital immatériel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en tant que directeur général, je peux dire à mon manager de ressources humaines, eh bien, à mon manager, mon gestionnaire des carrières, par exemple, je peux lui dire, ton cahier des charges opérationnel, c'est ça. Et dans ce cadre-là, tes objectifs d'amélioration du capital humain, de l'entreprise, c'est ça. Voilà. Et vous voyez que ça fait un tout. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle le responsable du système de management intégré est à la fois dans cette philosophie le responsable RSE, le responsable des normes et méthodes, mais aussi le directeur des actifs immatériels de l'entreprise.
Voilà, donc voilà quelques éléments préliminaires sur l'intérêt de mettre en place un système de management intégré, sur le fait que vous avez, pour ceux qui souhaitent devenir membres, accès à toutes ces méthodologies sur le site. Alors, celle-là, pour y accéder, il faut payer la cotisation. Pour Thésaurus Capital Immatériel, qui permet de faire les cotations des forces et des faiblesses de chaque actif et les valorisations en euros, il n'y a pas besoin, ça c'est gratuit. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que on vous propose de devenir vous aussi acteur de la promotion de l'immatériel en France, parce que, je le répète, et ce sera le mot de la fin, 2/3 de la valeur de nos économies aujourd'hui sont immatérielles. Je vous remercie beaucoup et j'attends les questions qui viennent de Émilie. Vos questions qui viennent de Émilie. Merci Alan. Alors, on a quand même quelques questions. La première, comment développer de l'innovation, de la créativité avec un SMI qui accroît la prise en compte des contraintes? J'aurais tendance à dire que c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que vous avez toujours, dans toutes les entreprises, un juste milieu ou un juste équilibre à trouver entre le foisonnement libertaire et puis la procédure pointilleuse qui fait du mal aux mouches. Voilà, hein. On a ce juste équilibre à trouver. L'idée, je pense que vous conviendrez que le fait de dire au nom de la créativité, nous n'allons mettre en place dans l'entreprise aucune règle, ça ne marche pas très bien. Voilà. D'un autre côté, au nom de la rigueur, nous allons tout processer dans les moindres détails, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a ce juste équilibre à trouver entre, d'un côté, les libertés de manœuvre, les marges de manœuvre, et de l'autre côté, la rigueur et la procédure. Le système de management intégré dont on parle ici ne change rien à cette affaire-là. Nous ne sommes pas en train de dire, parce que nous mettons un système de management intégré en place, la créativité, la liberté de faire du hors-piste, etc., est bannie, pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye au contraire, on essaye de faire réduire à la cuisson toute la complexité du système de management par procédure pour arriver à l'essence de ce qui est demandé à chacun. Voilà. Et je peux vous garantir qu'avec la description en fonction vitale et la description, vous divisez par 4 ou par 5 la complexité du système classique de management par procédure dans une entreprise et le volume de paperasse associé. Donc, ça veut dire que parce que vous allez à l'essentiel sur la question procédurale, vous permettez d'autant plus à la créativité de s'exprimer dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt un mieux par rapport à ça. Mais la question du bon équilibre à trouver entre procédure et liberté, ça, je pense que c'est un sujet qui restera posé pendant longtemps, et ce juste équilibre n'est pas facile à établir. Merci Alan. Une question que j'ai eue 2 fois. À ton avis, faut-il un responsable SMI, voire capital immatériel dans l'entreprise, tout comme il existe un responsable qualité, et à partir de quelle taille d'organisation c'est intéressant? Alors, je dirais que si vous suivez le raisonnement, et bien sûr, ça n'est qu'une suggestion, mais si vous suivez le raisonnement qui est présenté ce matin, vous vous dites à la fin de la journée, je vais avoir un responsable du système de management intégré. Et le responsable du système de management intégré, il va être responsable de tout ça en même temps. C'est-à-dire que c'est monsieur ou madame qualité, sécurité, environnement, RSE et application de la réglementation dans l'entreprise. Et donc, on peut appeler ça comme on veut après.
On peut appeler ça le directeur du système de management intégré ou la directrice du système de management intégré, le directeur du capital immatériel et de la RSE. C'est comme on veut, mais dans mon esprit, c'est une fonction unique dans l'entreprise qui pilote tout ça. Pour éviter le millefeuille, parce que, effectivement, sinon, vous avez le responsable de la qualité qui ne s'occupe que de la qualité, malgré tous les recoupements qu'il peut y avoir avec la RSE, parce que je rappelle quand même que la qualité, c'est un sous-ensemble de la norme ISO 26000. Et puis à côté, vous avez le responsable de la RSE, et puis à côté, vous avez encore d'autres responsables, d'autres trucs, et ça, franchement, ça ne facilite pas les choses. Et ça génère de la complexité et surtout des trous dans la raquette. J'ai pas activé mon micro, excusez-moi. Une question plus pratique. En moyenne, pour une PME, combien de temps faut-il pour mener une telle étude? Alors, excusez-moi, je n'ai pas bien répondu à la question précédente, puisqu'il y avait aussi une question de taille. La question de la taille est une question qui n'est pas évidente. Donc, je vous donne quelques idées là-dessus, mais avec des variations sectorielles qui ne seront pas prises en compte dans ma réponse. Je pars du principe que en dessous de 50 personnes, avoir un temps plein là-dessus, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui s'occupe de tous ces sujets-là de façon intégrée, qualité, sécurité, environnement, descriptif des fonctions vitales, descriptif des cahiers des charges opérationnelles, même sans que vous ayez, comment dirais-je, décidé de mettre en place un système de management intégré, avoir une personne à temps plein sur tous ces aspects finalement de bonne organisation de l'entreprise au travers de ces processus, c'est pas évident en dessous de 50 personnes. Alors certains vont me dire, ouais, mais moi j'en ai une à temps plein et on est 30, d'accord. Okay. Bon, alors, mais voilà. Hein, après, effectivement, donc à partir de la petite cinquantaine de personnes, je pense que ça commence à devenir jouable. Et puis après, je dirais, plus l'entreprise grandit et plus la taille de cette équipe grandit. Voilà. Je vous ai présenté, par exemple, tout à l'heure, un exemple de système de management intégré pour l'entreprise ENAF dans le Finistère. C'est une entreprise qui compte 250 salariés et il y a une personne qui est en charge du système de management intégré et qui fait qualité, RSE et tout le bazar, quoi. Voilà. C'est une personne seule qui fait ça dans une entreprise de, vous voyez, 200-300 personnes. Et puis après, j'imagine que quand on arrive à 3000-4000 personnes, un ETP ne suffit plus. Et donc, il faut plutôt passer à 2 personnes, puis 3 personnes, etc. Voilà. Alors maintenant, ça c'était pour la question de la taille. C'était lié à la question de combien de temps il faut pour mettre en place ce truc-là. Ça peut être assez rapide, puisque on vient avec, s'il y a des consultants qui nous écoutent, hein, si vous voulez devenir membre de l'Institut, vous récupérez la méthodologie, vous allez la mettre en œuvre chez votre client et vous venez avec un standard. Donc, l'idée n'est pas de fabriquer quelque chose pour l'entreprise, l'idée c'est de décliner ou de dériver le standard pour l'adapter à l'entreprise. Et donc ça, dans une petite boîte, vous allez vous enfermer pendant peut-être 5-6 jours avec la personne en charge des normes et des standards, et puis vous avez votre système de management intégré. Voilà. En fait, le truc, l'expérience qu'on en a, et c'est ça qui est chronophage, c'est que je vous présente un peu l'expérience. Le DG de la boîte dit « Ah, mais ça, c'est vachement bien, parce que ça va nous simplifier beaucoup le travail. » Bon. Donc, il passe commande de la mise en place du système de management intégré. Super. Et après, il dit « Vous voyez ça avec ma responsable qualité. » Très bien. Bonjour madame, bonjour messieurs. On va mettre en place un système de management intégré.
D'accord. Et ben voilà comment ça marche. Oh là là. Bon, oui, mais moi j'ai mes procédures. Oui, bien sûr, mais voilà. Et en fait, le truc qui prend du temps, qui est chronophage, c'est d'intégrer l'existant dans le système de management intégré. Ça, et avec bien sûr, et c'est humain et c'est normal et on le reprochera à personne, la difficulté pour comment dirais-je, un organisateur ou un responsable qualité, de faire le deuil de son ancien système pour passer au nouveau système. Voilà. Et ça prend du temps et ça peut générer une charge de travail, là pour le coup, qui va varier suivant la résistance de la personne et le volume de documents existants. Mais arriver dans une entreprise qui n'a rien et mettre en place un système de management intégré, même pour une boîte de 100 personnes, vous faites ça en une à 2 semaines quoi, de boulot, hein, c'est-à-dire 5 à 10 jours. Voilà. Alors, on a pas mal de remarques sur toujours cette notion de responsable SMI. Voilà, on propose plutôt que de créer un poste, peut-être responsabiliser chaque expert métier ou alors créer un cercle de concertation. Voilà, donc pas mal de… En fait, si vous voulez, par définition, si vous avez à un moment donné une intégration, ça veut dire que vous avez un gestionnaire de cette intégration. Au final, peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, certains diront, et bien évidemment, c'est la sensibilité et la liberté de chacun d'appliquer dans son entreprise les méthodes qui lui paraissent les plus pertinentes. Qu'une décentralisation maximum est préférable et que finalement, il appartient à chaque manager de se palucher la liste des normes et procédures qui sont en vigueur dans l'entreprise, hein, celles qu'on a vues ici, voilà, et puis d'en déduire sa propre démarche opérationnelle. Voilà. Ce que j'ai observé, moi, dans les entreprises où on a fait ce travail, c'est que les managers étaient contents qu'on leur dise, tiens, on va te résumer tout ça, on va aller chercher dans tous ces trucs-là la partie qui te concerne toi. Et comme ça, tu auras effectivement ta feuille de route à toi. Voilà. Et les gens disent, c'est vachement bien parce que ça m'évite de le faire. Bon. Mais donc, s'il y a quelqu'un qui le fait, ce quelqu'un, au début, ça peut être un consultant. Et puis après, pour faire vivre le truc, c'est mieux que ce soit une personne dans l'entreprise qui continue de faire ce travail d'extraction pour chaque métier de ce que les normes et standards contiennent pour lui. Vous voyez, et donc du coup, ça ne veut pas dire que le processus de mise en œuvre ne doit pas passer comme certaines suggestions l'ont mentionné par de la concertation, de la discussion, etc. Bien évidemment, mais si vous voulez avoir un système de management intégré, il faut un responsable du système de management intégré. Voilà. Qui peut, encore une fois, être la résultante de beaucoup de concertations dans l'entreprise. Quand je vous disais à l'instant que vous pouvez mettre en place le système de management intégré dans l'entreprise en 2 semaines, c'est bien évidemment un minimum. Mais après, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement en faire un projet d'entreprise. C'est ce qu'on a vécu chez d'autres clients, avec des discussions à grande échelle sur la nécessité de bien appliquer les règles, etc., et la production d'un système de management intégré qui est là pour aider chacun dans la mise en œuvre de tous les standards que l'entreprise veut respecter. Et donc, dans ces conditions-là, c'est sûr que ça va faire un projet qui va durer 3 mois. Ce serait plutôt l'ordre de grandeur pour une PME, quoi. Le sujet vous intéresse, je suis un peu assaillie de questions, mais tant mieux. Je vais essayer de regrouper. Il y a beaucoup de questions sur la notion du lien entre SMI et création de valeur ou valeur immatérielle, notamment en termes de cash et de valorisation. Est-ce qu'on peut avoir
une idée du... Est-ce que c'est possible de valoriser cela financièrement ou d'identifier un retour sur investissement d'une telle démarche? Alors, objectivement, non. Non, non. Objectivement, malheureusement, j'aimerais bien, mais on n'en est pas là. Ce que je peux vous dire, c'est déjà beaucoup. C'est que les sujets qu'on traite ici sont des sujets qui ont été, du point de vue de la relation entre le capital immatériel et la capacité de l'entreprise à se développer durablement, la démonstration scientifique a été faite. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai fait une thèse de doctorat là-dessus. On a démontré qu'il y avait une corrélation statistique robuste entre les notes fournies lors des évaluations de capital immatériel et deux dimensions de la performance de l'entreprise. Premièrement, sa santé financière et deuxièmement, sa rentabilité. En d'autres termes, et ça c'est quelque chose de très important qui valide l'intérêt de la méthode Thesaurus-CI. En d'autres termes, si vous prenez la méthode Thesaurus-CI, que vous allez dans une entreprise et que vous faites une mesure avec les notes, hein, comme on a vu tout à l'heure, sur 20, c'est-à-dire l'entreprise a 12 sur 20 sur son organisation, elle a 16 sur 20 sur sa marque, elle a 14 sur 20 sur son système d'information, mais elle n'a que 11 sur 20 sur son capital client. Et le 11 sur 20 du capital client, il vient du fait qu'il y a un déficit de fidélité de la clientèle qui est à 8 sur 20 et de satisfaction des clients qui est à 9 sur 20, par exemple. Quand vous faites cette évaluation-là pour une entreprise, si vous revenez 2 ans plus tard ou 1 an plus tard et que vous refaites une évaluation et que les notes se sont améliorées, eh bien, ça veut dire que statistiquement, la rentabilité de l'entreprise ou sa santé financière sont en situation de s'améliorer. Il peut y avoir un décalage entre l'amélioration du capital immatériel et les chiffres économiques de l'entreprise. Mais la corrélation est robuste. En d'autres termes, plus le capital immatériel est bon, plus l'entreprise augmente la probabilité d'être rentable et solide sur le plan financier. Ça, c'est scientifiquement établi. Voilà. Alors après, vient se rajouter là-dessus une nouvelle couche à l'édifice qui est le système de management intégré. Et ce sur quoi j'ai voulu conclure, voyez-vous, c'est effectivement ici le fait que nous fabriquons un système de management intégré qui permet de mieux piloter le capital immatériel de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que ce système de management intégré, il contribue à la performance et à la pérennité de l'entreprise, compte tenu du fait qu'il permet de mieux manager la valeur immatérielle. Par contre, à ce stade, on n'a pas encore assez de recul pour dire « Ah, ben ceux qui ont mis en place un système de management intégré, ça a eu tel impact sur leur capital immatériel et ça a eu 2 ans plus tard tel impact sur leur rentabilité. » Ça, malheureusement, on n'en est pas là. Voilà, c'est un peu assez trop tôt pour répondre à cette question. Ça marche. Je vais prendre 2 questions. Mais juste, si vous permettez, je me permets de rajouter un autre élément qui peut alimenter la réflexion de ceux qui nous écoutent, c'est que cette question de, finalement, rentabilité de ce qu'on fait en matière de système de management, elle n'est jamais traitée, hein. C'est-à-dire que comment dirais-je, enfin, elle n'est jamais traitée. Elle n'est pas souvent traitée. Chez Goodwill, on a fait des bilans économiques, des analyses coûts-bénéfices de la mise en place d'une démarche ISO 9001 ou d'une démarche ISO 14001, etc., etc. On a prouvé que c'était rentable. Mais combien d'entreprises aujourd'hui font une analyse coût-bénéfice avant de mettre en place une politique qualité ou une politique sécurité? Ici, en fait, ce que vous pouvez considérer, c'est que le travail à faire pour l'opérationnalisation de ces standards, la mise en œuvre de ces standards, est plus léger. Et donc, ça veut dire que
pour un même résultat, vous faites quand même vous avez un effort moindre et donc vous faites des économies. Mais je n'ai pas les chiffres. On finit par 2 questions rapides, on va clôturer. Donc tu confirmes qu'après avoir mis en place un système de management intégré, on a bien entendu un suivi? Et bien sûr. Bien sûr, les normes, c'est un sujet qui est très épineux d'ailleurs. Vous voyez la vitesse à laquelle la réglementation évolue, vous voyez la vitesse à laquelle des nouvelles normes et des nouveaux standards sont intégrés dans les entreprises. Donc, ça veut dire que votre système de management intégré, il doit faire l'objet d'une révision une fois par an. Ça marche. Et dernière question pour clôturer, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de le faire en dehors de la France, cet exercice? Ah ben, écoutez, ça, là, c'est quelque chose qui, c'est pas l'Institut de comptabilité de l'immatériel qui vous répond. Là, je suis en plein conflit d'intérêts, c'est épouvantable. Mais Goodwill Management intervient dans 17 pays, oui. Oui, donc il n'y a pas de problème. Ça marche. Si vous avez des questions que vous souhaitez poursuivre ces échanges, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, donc je vais vous laisser l'adresse de contact de Goodwill. Et puis merci à tous. Et merci à tout le monde. Et puis, donc, sur